Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la saison 2 de l'Université politique du confinement, organisée par la Fédération du Parti socialiste de Paris. Nous avons mis en place ce cadre de réflexion pour penser ensemble le monde d'après, cette crise sans précédent du Covid-19. Donc, cela nous a déjà amené à réfléchir sur des sujets variés lors de la saison 1, comme la question des travailleurs des plateformes pendant la crise, la situation de l'état d'urgence d'un point de vue juridique et ses dangers, ou bien encore l'Europe et la transition écologique. Donc, nous avons voulu poursuivre cette réflexion avec d'autres thématiques. Et donc, au cours de cette deuxième saison qui s'annonce riche, il y aura des échanges sur la crise de l'hôpital, la question des violences intrafamiliales, la bataille culturelle, entre autres. Et donc, pour ce premier épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Julia Cagé. Donc, Julia, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste des médias et du financement de la démocratie. Vous êtes professeur à Sciences Po et auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie, qui est sorti en 2015, et également le prix de la démocratie de 2018, dans lequel vous partez du constat que la crise de la représentation est en partie liée à la capture du jeu démocratique par les intérêts privés. Donc, vous allez nous en dire plus dans un instant, car vous êtes avec nous pour échanger sur comment protéger le pluralisme et réinventer la démocratie représentative. Donc, avant de commencer, je rappelle que cette conférence est diffusée sur Zoom, mais aussi en Facebook Live. Sur Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions à Julia Cagé dans le questions et réponses qui se situe en bas de votre écran, et pour les personnes qui sont sur Facebook, dans la partie commentaires. Et nous répondrons à vos questions dans la seconde partie de l'échange. Donc, merci encore, Julia, pour votre participation à cette rencontre. Et donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis très contente de participer à cette rencontre. Alors, je vais essayer de faire un petit partage d'écran. Voilà. Ça, c'est l'avantage d'enseigner à distance. Depuis quelques semaines au moins, il y a un truc que je maîtrise, c'est Zoom. Plus sérieusement, je suis vraiment contente d'être ici et de vous parler d'une part d'un certain nombre de résultats que j'ai établis dans mon livre Le prix de la démocratie, et puis surtout, puisque l'idée ici, c'est de penser le monde de demain et surtout d'en discuter avec vous pour avoir également vos idées, un certain nombre de solutions. Donc, ce que je veux faire en fait, pour commencer, c'est juste vous résumer ce que je fais dans le prix de la démocratie. Je pars d'un constat dans le prix de la démocratie qui est l'idée selon laquelle la crise de la représentation, donc ce sentiment qu'ont légitimement une grande partie des Français et des Françaises de ne plus être représentés aujourd'hui, est liée à la capture du jeu démocratique par les intérêts privés. Une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il faut essayer d'en tirer des leçons pour avoir un avenir qui soit un avenir meilleur. Et c'est pour ça que dans ce livre, en fait, je ne me contente pas de faire ce constat, mais j'essaie de faire un tour du monde et un voyage dans le temps et de regarder en fait ce qui s'est fait au cours des 50, 60, 70 dernières années dans un certain nombre de pays, en France, aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Espagne, au Portugal, en termes de régulation des financements privés de la démocratie. Est-ce qu'on sait les encadrer et surtout de sources de financement alternatives du jeu démocratique et plus saines pour garantir une meilleure représentation? Et c'est ça finalement qui va alimenter les solutions que je propose dans ce livre, qui sont d'une part les bons pour l'égalité démocratique et d'autre part l'assemblée mixte. Je vais essayer de vraiment rester très brève. Donc, je vais juste partir, vous présenter un certain nombre de points. Et je voudrais partir du point de départ. Vous allez trouver ça relativement évident, mais je pense qu'il est important de rappeler le fait que la démocratie a un coût. Voilà, faire fonctionner le jeu démocratique, faire fonctionner la démocratie représentative, ça c'est pas gratuit, ça a un coût. D'une part, ce coût, c'est celui des dépenses électorales, ça
coûte de l'argent d'organiser les élections, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut faire campagne, il faut organiser des campagnes électorales, il faut imprimer des tracts, il faut organiser des meetings, il faut aller à la rencontre des gens. Il y a beaucoup de bénévolat, mais il y a aussi un certain nombre de dépenses qui ont un coût. Et puis, faire fonctionner un parti politique, ça aussi, ça a un coût. Et ce coût peut varier d'un pays à l'autre. C'est ce que j'ai essayé de vous illustrer ici avec un certain nombre de cas. Ça varie en fonction des pays selon les régulations. On n'est pas tous obligés de dépenser aujourd'hui autant, par exemple, qu'aux États-Unis pour une campagne. Mais dans tous les cas, la question majeure, c'est de savoir qui va payer finalement pour ce coût de la démocratie. Et l'idée, en fait, c'est de dire que si on n'accepte pas tous, collectivement, de manière égalitaire, de payer pour le coût des élections, de payer pour le fonctionnement, l'émergence de nouvelles forces, de nouveaux mouvements politiques, de manière égalitaire à travers un financement public, alors ce coût de la démocratie, en fait, le jeu démocratique lui-même sera capturé par les intérêts privés. Et c'est là où ça me paraît extrêmement important de faire le parallèle entre la démocratie et les médias. C'est un peu comme pour les médias. Vous savez, si vous consommez une information de qualité qui coûte cher à produire et que cette information, vous la consommez sans jamais la payer, alors il faut vous interroger ensuite sur les intérêts de ceux, souvent des milliardaires, qui vont capturer les médias dans un certain nombre de pays du monde, sur les intérêts de ceux qui sont prêts à perdre de l'argent pour produire une information que vous allez consommer gratuitement. Et d'une certaine manière, on a la même problématique avec le financement de la démocratie, parce qu'il faut s'interroger sur les motivations de ceux qui sont prêts à donner de l'argent pour financer des partis politiques ou des campagnes électorales. Alors vous pourriez me dire, bah oui, mais si tout le monde finalement donne un certain montant chaque année, voilà, une cotisation, une adhésion à tel ou tel mouvement politique, finalement, le fait d'avoir un financement privé ou un financement public, c'est pas très différent et c'est pas finalement très important. C'est vrai. Mais c'est pour ça, moi, que dans mon livre, je me suis dit, regardons dans les faits, il faut établir un certain nombre de faits, regardons dans les faits qui finance aujourd'hui la vie politique, pour commencer dans un pays comme la France, alors même qu'en France, et c'est extrêmement important, je pense, de le souligner, on a l'impression qu'on vit dans une démocratie relativement régulée. Or, qu'est-ce qu'on voit dans un pays comme la France où on vit sous cette illusion d'une démocratie régulée? Bien, on voit que les dons aux partis politiques sont un phénomène de classe. Et c'est ce que j'ai essayé de vous représenter ici de manière relativement simple, où j'ai organisé les différents foyers fiscaux français en fonction de leur position dans la distribution des revenus, des plus modestes aux plus aisés. Et j'ai regardé la part de ces foyers fiscaux qui, chaque année, font un don politique, donnent à un parti politique, à une campagne électorale, payent une adhésion à un mouvement politique. Et qu'est-ce qu'on voit? D'une part, que la très large majorité des Français ne donnent jamais. En fait, en moyenne, vous avez moins de 1% des Français qui, chaque année, font un don politique. Mais que si vous prenez les Français les plus riches, et ici, quand je dis les plus riches, c'est vraiment les plus riches parmi les plus riches. Si vous prenez les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, ils sont plus de 10% à faire des dons chaque année. Et ce qui est frappant, c'est non seulement si on regarde cette proportion à faire des dons, mais également si on regarde le montant moyen de ces dons. Or, le montant moyen des dons, il est combien? Bah, pour les 90% des Français aux revenus les plus modestes, il est de 120 euros. Ça correspond en moyenne à une adhésion à un parti politique. Mais si vous prenez les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, leur don moyen parmi les donateurs à un parti politique chaque année dépasse les 5 000 euros. D'ailleurs, ça nous rappelle que le fait d'avoir des limites aux dons, donc en France aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner plus de 7 500 euros par an à un parti politique, c'est quand même une bonne chose. Parce que quand vous regardez cette courbe-là, on voit bien que s'il n'y avait pas cette limite à 7 500 euros, vous auriez sans doute beaucoup plus de gros dons et donc une capture encore plus forte du jeu politique de notre démocratie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu de manière extrêmement claire au moment de la dernière élection présidentielle, et notamment si vous regardez la structure des dons reçus par la République en marche, finalement, une autre manière de voir cette inégalité dans la distribution des dons, c'est de regarder d'où viennent ces dons.
on voit qu'il y a eu plus de la moitié des dons reçus par La République En Marche qui venaient de la région parisienne. Vous avez aussi 800 000 euros de dons qui viennent du Royaume-Uni, c'est-à-dire davantage que tous les dons reçus dans les villes françaises hors Paris. Vous prenez les plus grandes villes, 115 000 euros des États-Unis, 105 000 euros du Liban. Et donc là encore, il faut s'interroger, puisque c'est autorisé, sur les motivations de ces donateurs qui sont prêts à verser plusieurs milliers d'euros à un parti politique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux souligner, c'est pourquoi c'est problématique. Si après tout, tous les partis politiques, vous prendriez l'ensemble du spectre politique en France, la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, Génération, Europe Écologie des Verts, les Républicains, la République En Marche, si tous les partis politiques finalement recevaient chaque année en moyenne le même montant de dons, bon, ça serait un financement privé des partis politiques, mais ça ne créerait pas d'inégalité entre ces partis politiques. Or, ce qu'on voit, c'est que ces dons qui sont faits en majorité par les plus favorisés, ils bénéficient, et encore une fois, c'est ce que j'essaie de vous montrer ici avec ce graphique, c'est vrai non seulement en France, mais dans la plupart des démocraties occidentales, ils ne bénéficient en majorité pas aux partis les plus à gauche, c'est-à-dire les plus redistributifs du spectre politique, mais plutôt aux partis les plus à droite, les plus conservateurs. Et c'est vrai pour les dons des individus, c'est également vrai dans les pays où ils sont autorisés pour les dons des entreprises. Donc on voit qu'en fait, cette inégalité de moyens, le fait que les dons aux partis politiques sont un phénomène de classe, entraîne des inégalités de moyens pour les différents partis politiques, ce qui a aussi des conséquences très concrète, si vous regardez les politiques mises en œuvre par les partis au pouvoir, c'est que ça peut pousser un certain nombre de partis politiques, par exemple le SPD de Gerhard Schröder en Allemagne ou le Parti démocrate de Matteo Renzi en Italie, sans parler du Parti travailliste de Tony Blair au Royaume-Uni, ça peut pousser un certain nombre de partis de gouvernement de gauche, entre guillemets, à mettre en œuvre des politiques économiques extrêmement libérales, par exemple en termes de flexibilisation du marché du travail. Ce à quoi il faut rajouter une chose, c'est que bon, non seulement on autorise les plus riches à financer de manière disproportionnée les partis et les mouvements politiques en France. Il faut quand même souligner que tout le monde n'a pas la liberté de donner 7 500 euros à un parti politique en France. Moi, je connais très peu de gens qui ont 7 500 euros à donner à un parti politique. Même s'ils voulaient soutenir ce parti politique, ils n'en ont pas les moyens financiers. Donc, tout le monde n'a pas cette liberté. Mais il se trouve qu'en France, cette liberté, elle est subventionnée par l'État et uniquement pour les plus favorisés. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux rappeler une réalité toute simple. Et ça, franchement, si on devait penser aujourd'hui le monde d'après, ça ne coûterait pas très cher de changer ça immédiatement dans la loi. Aujourd'hui en France, si vous donnez 7 500 euros à un parti politique et que vous faites partie des Français les plus favorisés, ce don ne vous coûte que 5 000 euros puisque vous bénéficiez de 2 500 euros de réduction fiscale associée. Et donc en fait, ça veut dire que vous avez 5 000 euros de votre don politique qui sont pris en charge par l'ensemble des Français. Maintenant, si en France, vous faites partie de la moitié des citoyens les plus modestes. Non seulement, il est important de rappeler que vous n'allez certainement pas donner 7 500 euros par an à un parti politique parce que vous n'en avez pas les moyens. Mais imaginons même que vous donniez 300 euros à un parti politique, eh bien, qu'est-ce qu'implique le système français? Ce don de 300 euros, vous allez le payer plein pot. 300 euros parce que n'étant pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous devez payer votre don plein pot. Et donc, on a mis en place un système, on l'a institutionnalisé, où dans un pays comme la France, aujourd'hui, les plus pauvres paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Avec un dernier point en termes de ce constat, si je souligne ce poids du financement de la démocratie, c'est aussi parce que ce financement de la démocratie a un impact très concret, y compris sur les résultats électoraux. Et si vous allez sur le site associé au livre www.leprisdeladémocratie.fr, vous trouverez un résumé du livre, les principales images que je vous ai montrées aujourd'hui. Vous trouverez également une section données où vous pourrez regarder pour les dernières élections législatives, pour les dernières élections municipales, dans votre circonscription, quels sont les candidats qui ont dépensé combien
et quel est le pourcentage des voix qu'ils ont obtenu. Et ce que vous verrez, c'est que pour chacune de ces élections, on trouve qu'en moyenne, et toutes choses égales par ailleurs, c'est le candidat qui a dépensé le plus qui tend à l'emporter par la suite dans les urnes. Donc ça a quoi comme conséquence? Finalement, ce avec quoi j'introduisais tout à l'heure, la conséquence, c'est la crise de la représentation, puisque les femmes et les hommes politiques tendent à répondre de manière disproportionnée aux préférences de ceux qui les financent, et ceux qui les financent, ce sont les plus favorisés. Et donc moi, ce qui me semble urgent dans le monde d'après, et je sais que ça ne fait pas forcément rêver immédiatement parce que vous pouvez trouver ça un peu technique, sauf que si on veut résoudre notre crise de la représentation, il faut commencer par réguler la démocratie, et réguler la démocratie, ça passe aussi par une régulation du financement du jeu électoral. Donc, ce que je fais dans le livre, c'est un certain nombre de propositions. La première proposition, c'est de limiter les dons privés aux partis politiques et aux campagnes électorales bien davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui, à 200 € par individu et par an. Et encore, vous pouvez me dire que 200 € c'est trop parce que pour beaucoup d'entre nous, 200 € ça peut être un sacrifice financier important. Mais il faut quand même laisser la capacité à chacun, s'il veut payer une adhésion, de soutenir financièrement un parti, de pouvoir le faire. Donc il s'agit de mettre une limite qui permette à tous finalement de pouvoir contribuer s'ils le souhaitent à hauteur du même montant, mais certainement pas les montants comme les montants actuels de 7 500 €. La deuxième solution que je propose dans ce livre, parce que la démocratie, elle a un coût, que ce coût, selon moi, doit être pris en charge par la puissance publique, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, pour ne pas être capturés par les intérêts privés. C'est ce que j'ai appelé les bons pour l'égalité démocratique. Les bons pour l'égalité démocratique, c'est quoi? C'est 7 € d'argent public donné chaque année à chacun des citoyens qu'il peut allouer au mouvement politique de son choix. Ça a plusieurs avantages par rapport à la situation actuelle. Un, c'est égalitaire, sachant qu'aujourd'hui, l'État dépense beaucoup plus d'argent au travers de la réduction fiscale pour satisfaire les préférences politiques des plus riches que celles de la majorité des citoyens qui sont complètement ignorés. Et deux, ça a l'avantage d'être dynamique par rapport au système actuel, puisque vous savez que dans le système actuel, le financement public direct des partis politiques dépend des résultats qu'ils ont obtenus lors des dernières élections législatives. Ce qui a un défaut majeur, c'est que ça ne permet pas à un nouveau parti politique, à une nouvelle force politique d'émerger et d'être financé par de l'argent public entre deux élections législatives. Ce qui veut dire que très concrètement, si vous créez un nouveau mouvement politique aujourd'hui, en 2020, il n'aura aucun financement public avant 2022. Et ça, c'est problématique parce que la vie politique, la vie des idées, n'est pas figée par l'intervalle de 5 ans. Et donc, c'est bon pour l'égalité démocratique. Ça permet à la fois d'avoir un financement égalitaire, une personne, une voix, le même poids politique à chaque citoyen, et un financement de la vie politique qui est dynamique. La dernière chose que je veux souligner, et je serais vraiment ravie de pouvoir en discuter avec vous, donc je vais être aussi extrêmement brève. Ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur la représentation politique en France, dans les autres démocraties occidentales au cours des dernières années, c'est à quel point non seulement la part des députés ouvriers, employés, travailleurs précaires, demandeurs d'emploi était faible dans notre démocratie à l'Assemblée nationale, mais non seulement elle est extrêmement faible, mais elle n'a cessé de diminuer au cours des dernières années. Si vous prenez aujourd'hui l'Assemblée nationale en France, vous avez exactement 0 ouvrier parmi les députés. Et ça, je pense que c'est extrêmement problématique. Parce que certes, la représentation, c'est cette idée selon laquelle il faut représenter les préférences de ceux que nous représentons. Je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où il y a un tel fossé entre d'une part les élus et d'autre part les citoyens qu'ils sont censés représenter, que ça crée finalement un grand malentendu dans notre démocratie. Et donc je pense que fondamentalement, il faut changer les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale de sorte à garantir, de la même manière que l'on a mis en place des règles pour garantir la parité entre les femmes et les hommes, de sorte à garantir une certaine parité sociale dans nos instances représentatives. Et c'est ce que j'ai appelé l'Assemblée mixte.
voilà, j'ai tenu à être bref parce que l'idée ici, c'est avant tout d'échanger avec vous et je m'en réjouis. Écoutez, Julia Cagé, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Donc, on commence à avoir quelques questions par écrit. Donc, je vous incite, ceux qui nous suivent sur Zoom, à poser vos questions dans le question-réponse en bas. Moi, j'avais déjà une question en réaction à ce que vous venez de nous dire. Les bons pour l'égalité qui consisterait à donner du coup 7 euros à chaque citoyen pour qu'il puisse le donner à un parti politique, celui qu'il souhaite, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres pays européens ou dans le monde? C'est quelque chose qui est inspiré d'expériences qui existent ailleurs dans le monde, mais ça n'existe nulle part sous cette forme. D'accord. C'est notamment inspiré de deux choses. D'une part, ce qu'on appelle en Italie le 2 pour 1000 et d'autre part, le fonds présidentiel aux États-Unis. Le 2 pour 1000 en Italie, en un mot, c'est un système qui a été mis en place en 2014 et qui permet à chaque contribuable italien, au moment de sa déclaration de revenus, d'indiquer le nom du parti ou du mouvement politique de son choix auquel il souhaite voir attribuer 2 pour 1000 du montant de ses impôts. Et vous voyez, c'est là tout le problème du système italien. Parce que 2 pour 1000 du montant de vos impôts, ça signifie que plus vous êtes favorisé, plus vous avez de revenus, plus le parti politique que vous soutenez va recevoir d'argent public en votre nom, et moins vous avez de revenus, finalement, moins votre voix va être entendue. Donc je pense que dans la manière de le mettre en œuvre, c'est-à-dire de profiter du fait que chacun, chaque année, déclare ses revenus, c'est la bonne méthode, et ça montre d'ailleurs que ça marche très bien. Mais par contre, dans l'esprit de ce qui est fait, ça ne va pas du tout. Parce que moi, justement, mon idée, c'est qu'on puisse enfin redéfinir la démocratie comme une personne égale une voix. Donc la différence avec les bons pour l'égalité démocratique, c'est que quel que soit votre revenu, quel que soit votre patrimoine, chaque Français aura la même valeur de financement public qu'il pourra attribuer au parti politique de son choix. Ok, très bien, merci. Alors, du coup, je continue sur les questions qui ont été posées. Donc, c'est Alexander qui nous demande comment peut-on expliquer une telle disproportion dans les dons? Donc, ça, c'était le premier visuel, je crois, que vous avez présenté. Il demande aussi, est-ce une habitude culturelle, charity business, dans les pays anglo-saxons, en incluant l'Allemagne? Donc là, pour le comparatif entre les pays. Et puis, je pose aussi la troisième question, peut-être vous pourrez répondre de façon groupée. Donc, c'est Abir qui demande est-ce que le rôle de la parité sociale n'appartient pas aux partis politiques plutôt qu'à la loi? Donc, il se demande, parce que vous ramenez en somme à une idée de quota de manière indirecte dont les dérives pourraient être plus graves, le problème n'est-il pas plutôt de l'attrait des classes populaires pour la politique, pour les partis politiques et l'espèce qu'il aurait laissé dans ces partis pour l'accession aux responsabilités? Alors, bon, c'est deux questions complètement différentes. Je vais répondre sur la première question. Sur la première question, et ça c'est vraiment ce que nous apprend finalement l'étude de l'histoire et l'approche comparative en regardant plusieurs pays au cours de plusieurs décennies, il n'y a pas de différence culturelle dans le rapport au financement de la démocratie entre les différents pays. Il y a des différences de régulation. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on peut assez facilement changer les choses. Et donc, si vous voulez comprendre en fait la différence entre la France et l'Allemagne, c'est dû à deux différences majeures de régulation. Un, en France, ils sont trop élevés selon moi, mais en France, il y a des plafonds aux dons qui peuvent être faits, alors qu'en Allemagne, vous pouvez donner sans limite chaque année au parti politique de votre choix. Donc, si vous voulez donner 100 000 euros, vous pouvez, 500 000 euros, vous pouvez, 1 million d'euros, vous pouvez. Vous avez un certain nombre de citoyens très favorisés qui le font. Et la deuxième différence entre l'Allemagne et la France, c'est qu'en Allemagne, les dons des entreprises sont également autorisés, ce qui n'est plus le cas en France depuis 1995. Et on se retrouve en Allemagne avec quoi? Parmi les financeurs principaux de la démocratie allemande, vous avez toute l'industrie automobile, BMW, Volkswagen, etc. Moi, ça me pousse à m'interroger ensuite sur des scandales comme ceux du Dieselgate. Vous avez toute l'industrie pharmaceutique, vous avez l'industrie qui est tournée énormément vers le secteur des exportations, et vous avez aussi, ça c'est une anecdote, mais je trouve qu'elle est très révélatrice, vous avez aussi une entreprise comme Philip Morris. Or, si vous regardez la régulation des publicités pour le tabac
En Europe, il n'y a que 2 pays dans toute l'Europe qui n'ont pas interdit les publicités pour le tabac, c'est la Bulgarie et l'Allemagne, où Philippe Maurice finance les partis politiques. Et quand je dis finance les partis politiques, il ne finance pas un parti politique, il en finance plusieurs. La CDU, la CSU, le SPD, ce qui peut aussi pousser un certain nombre de partis politiques à, disons, ne pas fondamentalement alterner en termes de politique menée une fois qu'ils arrivent au pouvoir. Je veux juste dire une chose positive sur l'Allemagne par rapport à la France, c'est plutôt pour pousser une des réformes qui devraient aussi être mises en œuvre en France, c'est qu'en Allemagne, au moins, si je peux vous parler de Philippe Maurice, si je peux vous parler de BMW ou de Volkswagen, au moins il y a une transparence sur l'identité des donateurs. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne. C'est pas le cas en France. Et ça me paraît quand même extrêmement problématique que la France soit à ce point-là en retard en termes de régulation de sa démocratie par rapport aux autres démocraties occidentales. Sur la deuxième question, c'est un peu comme pour la parité entre les femmes et les hommes. On voit que quand on laisse les partis faire, ils ne le font pas. Je veux quand même souligner qu'aujourd'hui, sur la parité entre les femmes et les hommes en France, vous avez un certain nombre de partis politiques qui préfèrent payer chaque année une amende. Alors, ils ne paient pas directement une amende. Dans les faits, ils renoncent à une partie de leur financement public direct plutôt que d'avoir des candidats aux élections qui respectent un certain nombre de règles de parité. C'est un fait. Donc, on voit bien qu'en fait, si vous ne poussez pas les partis politiques à mettre en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes, ils ne le font pas spontanément. Et même les régulations, finalement, ils préfèrent payer une amende plutôt que de respecter les règles. Mais malheureusement, c'est un peu la même chose pour la parité sociale. Moi, si je regardais le graphique que je vous ai montré tout à l'heure et qu'on voyait une espèce de convergence vers une certaine parité sociale, une meilleure représentativité finalement, on pourrait dire laissons faire le temps, laissons faire les partis. Or, ce qu'on constate, je vous ai montré le cas de la France, j'ai exactement les mêmes graphiques dans le livre pour le Royaume-Uni ou pour les États-Unis. Ce qu'on constate au cours des dernières années ou des dernières décennies, c'est plutôt une diminution de la part des Français les plus modestes, des ouvriers, des employés, des travailleurs précaires, etc., parmi nos élus. Donc on voit en fait que si finalement on laisse les partis décider entre eux, ben, ils ne donnent pas leur chance en politique aux plus modestes. Et je veux vraiment souligner pour le coup que ce n'est pas lié à un manque d'intérêt des plus défavorisés pour la politique. Parce qu'on voit bien que parmi les bénévoles des différents partis, les gens qui vont tracter, etc., ce n'est pas un problème de classe sociale. En fait, on trouve bien plus souvent des ouvriers sur les marchés qui vont aller tracter le dimanche que des dentistes. Il y a aussi des dentistes et c'est une très bonne chose. Mais cette inégalité-là, on ne la retrouve pas dans la vie, dans le fonctionnement concret du parti. Par contre, c'est une espèce de plafond de verre. Si ce plafond de verre n'existait pas, oui, il ne faudrait pas introduire de régulation pour faire en sorte que ça s'arrange. Sauf qu'il existe aujourd'hui, et moi je pense que ça explique une énorme partie du désamour entre les Français et le fonctionnement de la démocratie. Ça explique aussi pourquoi les Français ne vont plus voter, qu'on a une abstention croissante. Ça explique aussi pourquoi ils se tournent vers les extrêmes, l'extrême droite, qui leur vend l'idée justement de n'être ni de droite ni de gauche, mais au service des citoyens, alors qu'on voit très bien que là où l'extrême droite est au pouvoir, toutes les politiques qu'elle met en œuvre ne sont certainement pas au service des citoyens. Et donc, je pense, et j'ai envie de dire, c'est malheureux, mais en l'état des choses, que la seule solution, c'est d'en passer par un changement du fonctionnement et par exemple du fonctionnement du jeu électoral pour garantir une certaine parité sociale. Ensuite, ce n'est pas des quotas que je propose, je ne l'ai pas détaillé, mais ce que je propose concrètement, c'est d'avoir un tiers des sièges à l'Assemblée nationale élus à la proportionnelle sur des listes Chabala paritaires qui assurent une certaine parité. Donc, ce n'est pas de dire, voilà, telle personne de fait sera députée, non, mais c'est de proposer aux électeurs des listes paritaires comme on le fait pour la parité entre les femmes et les hommes. Ok, merci. Donc, je continue sur les questions. Donc là, on revient sur les bons. Donc, il y a une question de Baptiste sur Facebook qui demande, donc les bons ne vont-ils pas être de facto influencés par le pouvoir médiatique et le pouvoir des sondages, qui donnera au NPA ou à Lutte ouvrière qui affiche 1% dans les sondages? Certainement beaucoup plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la NPA ou Lutte ouvrière n'ont pas droit au financement, ou quasiment pas au financement public direct des partis politiques.
Donc, aujourd'hui, vous avez deux types de financement pour les partis politiques en France. D'une part, vous avez un financement public indirect à travers les réductions fiscales associées aux dons aux partis. Donc ça, je pense qu'il faut limiter les dons et supprimer ces réductions fiscales parce que je ne vois aucune légitimité au fait de financer par l'impôt l'expression monétaire des préférences politiques. Mais ça, ce qu'on voit très bien, c'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. De toute façon, des partis comme Lutte ouvrière n'en bénéficient pas ou très peu. Et deuxièmement, aujourd'hui, le financement public direct des partis politiques se fait en fonction des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Et ça se fait de deux manières. D'une part, en fonction du nombre de voix que vous avez obtenues au premier tour, et d'autre part, en fonction du nombre de parlementaires qui sont rattachés à votre groupe. Donc, ce qu'on voit très bien aujourd'hui, c'est que des petits partis comme NPA ou Lutte ouvrière ne bénéficient quasiment pas, dans les faits, de ce financement public de la démocratie. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va prendre ces sommes-là, qui aujourd'hui souffrent de deux problèmes. Un, inégalitaire, réduction fiscale. Deux, figé par l'intervalle de 5 ans, du fait de les faire dépendre des résultats obtenus aux dernières législatives, et en faire les bons pour l'égalité démocratique, égalitaire et dynamique. Je pense que ça bénéficiera bien davantage aux petits mouvements politiques parce que justement, contrairement à ce qui se passe dans les urnes, souvent au moment d'aller voter, les gens font passer parfois une certaine rationalité avant leur préférence politique en se disant bah oui mais si je vote pour lui il va passer au second tour alors que si je vote pour ce petit candidat là il ne l'emportera jamais. Bon, ben là, en fait, avec les bons pour l'égalité démocratique, le candidat de lutte ouvrière que vous souhaitiez soutenir depuis longtemps, mais en fait, vous avez toujours voté pour un autre candidat pour garantir sa présence au second tour, vous allez pouvoir le financer avec votre bon. Donc, en fait, ce système, il faudra le mettre en œuvre, il faut essayer. Mais selon toute logique, ça bénéficiera bien plus soit aux nouveaux mouvements politiques, soit aux petits partis politiques finalement. qu'aux grandes forces politiques. Ok, alors donc ça continue sur cette idée des bons. Il y a quelqu'un qui dit donc ça ressemble au chèque syndical, non? Donc quelqu'un aussi qui nous dit donc merci pour votre exposé. Finalement, Emmanuel Macron et La République en marche ont répondu directement aux inégalités de la loi qui permettent aux plus fortunés des citoyens de faire un don jusqu'à 7 500 €. On voit qu'un système indépendant de financement est possible hors parti politique. Donc là, je ne sais pas sur quoi il s'appuie. Mais votre système de financement égalitaire par le don de 7 € ne favoriserait pas, à contrario, les partis populistes, sachant que les critiques faites aux partis d'être dans le mensonge permanent. Bon, je crois que là, voilà, vous avez déjà répondu. Je vous laisse non, sur ce répondre. point, non, je répondrai. Oui. Reposez-moi les deux premières questions avant que je ne les oublie pas. Mais sur ce dernier point, je pense qu'il faut vraiment y répondre. Oui, la question d'avant, c'était sur le chèque syndical. Non, je vais répondre à cette dernière question sur les partis populistes, même si je déteste ce mot de populiste. C'est vraiment une manière de mettre ensemble des politiques qu'on refuse de définir. Et puis souvent, ça sert aux médias à disqualifier à la fois des partis d'extrême gauche et des partis d'extrême droite. Voilà, on a une réalité politique en France. Je pense que LFI n'a absolument rien à voir avec le Rassemblement national et encore moins à voir avec Bolsonaro ou Donald Trump. Donc, je préfère qu'on parle des partis concrètement. Ensuite, si on prend le cas du Rassemblement national, soit on considère que c'est un parti qui peut se présenter aux élections parce qu'il respecte les règles institutionnelles en France. Dans ce cas-là, ce parti, et c'est le cas aujourd'hui, doit avoir le droit aux mêmes règles de financement que tous les autres partis politiques. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire ne change rien à ce qui se passe actuellement, mais c'est le même débat autour de la proportionnelle. Pas pour de bonnes raisons, pas en se disant que ça serait quand même mieux sans doute d'avoir un peu de proportionnel, mais pour de mauvaises raisons, parce que ça bénéficierait à un tel ou à un tel. Je pense que c'est ça qui, au contraire, fait que de plus en plus, les citoyens se détournent des partis dits de gouvernement pour aller, par exemple, vers l'extrême droite, parce qu'ils voient finalement que la logique des partis de gouvernement, c'est de garder le pouvoir. Donc moi, je pense que la réponse, elle doit être en termes de programme, elle doit être en termes de propositions, elle doit être en termes de politique menée. C'est-à-dire qu'il faut mener des politiques, il faut faire des propositions, il faut présenter des programmes tels que demain, chaque citoyen trouve qu'il est préférable de financer le Parti socialiste à tout hasard plutôt que le Rassemblement national. Et on ne peut pas se dire, ne réformons surtout pas ce système complètement capturé qui utilise de l'argent public pour financer les préférences des plus favorisés, parce que si jamais on faisait cette réforme, alors peut-être que demain,
le Rassemblement national aurait un peu plus d'argent? Bah, peut-être que oui, si on mettait en place ces bons pour l'égalité démocratique pendant 1 ou 2 ans, ça leur bénéficierait plus. Mais si le résultat sur le long terme, c'est que finalement, les citoyens s'aperçoivent qu'il ne faut pas voter pour ce parti parce que les politiques proposées ne sont pas les bonnes, bah, l'équilibre futur sera bien meilleur. Sinon, sur l'échelle syndicale, ça s'en inspire également un petit peu. Il y a une vraie différence, pour le coup, avec les bons pour l'égalité démocratique, c'est cette idée selon laquelle la démocratie a un coût. Du coup, dans mon système, vous pouvez bien évidemment choisir de ne pas allouer votre bon pour l'égalité démocratique, mais dans ce cas-là, il sera quand même alloué aux différents partis politiques. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous l'allouez en fonction de l'allocation faite par l'ensemble des autres citoyens. Donc, c'est un peu comme si vous choisissez de vous abstenir finalement aux élections. Soit vous pouvez l'allouer en fonction des résultats obtenus aux dernières élections législatives, ce qui permettrait de garder, on va dire, un certain socle de stabilité. Et ce qui voudrait aussi dire, si, comme citoyen, vous êtes satisfait avec le système actuel, ben, on ne le modifie pas. Donc ça, c'est vraiment la vraie différence. C'est que cet argent public qui doit servir à financer la démocratie, il faut que tout le monde, finalement, puisse en bénéficier. D'accord, merci encore. Donc, on continue sur les bons. Le modèle de bon demande d'informer l'État sur le ou les partis que l'on souhaite voir financier. Cela ne risque-t-il pas d'ouvrir une possibilité par l'État de ficher les citoyens? Oui, bien sûr, ça ne sera pas le cas. Donc là, je ne suis pas rentrée dans tous les détails techniques, mais c'est un excellent point et je vous remercie de poser cette question. Ça va se passer comme dans un vote électronique. Euh, donc, vous déclarez vos revenus à l'administration fiscale. Ensuite, on vous donne une clé de vote électronique et vous déclarez le mouvement politique auquel vous souhaitez que votre bon pour l'égalité démocratique soit attribué. Mais bien sûr, l'administration fiscale, l'État, à la fin, aura l'ensemble de l'allocation telle qu'elle a été faite, mais ne connaîtra pas l'identité de tel ou tel citoyen. C'est un peu comme pour le vote, on rend ça anonyme, comme à travers un vote électronique. Pour le coup, on a tout à fait les outils pour le faire. Ça s'appelle la blockchain. Il y a énormément de différents outils. Et ça, c'est un point essentiel. Bien sûr, ça doit se faire sans que personne ne puisse avoir accès à aucune information sur vos préférences politiques. Ok, alors ensuite, une autre question sur toujours la thématique de la démocratie, mais on s'éloigne un peu là des bons. Roland qui demande, que pensez-vous du vote obligatoire? On pourrait mettre en place le vote obligatoire, mais dans ce cas-là, ça doit être une double réforme. Il faut mettre en place le vote obligatoire et prendre en compte le vote blanc. Voilà. Je pense que le fait de ne pas aller voter, ça peut être une manière pour les citoyens d'exprimer leur mécontentement. Et qu'à partir du moment où on a en place en France un système où le fait de s'abstenir quand vous allez voter, de rendre un bulletin blanc n'est pas pris en compte, bon, mais il faut quand même bien qu'on laisse une manière aux citoyens d'exprimer le fait qu'ils ne sont pas satisfaits par l'offre politique proposée. Donc je pense que ce vote obligatoire, si on le fait avec la prise en compte du vote blanc ou nul, c'est une très bonne chose, mais on peut pas penser l'un sans l'autre. Alors moi, je voulais revenir aussi sur, vous avez parlé de mettre en place une parité sociale, notamment dans les instances comme l'Assemblée nationale, parce que pour le moment, les ouvriers sont peu représentés, voire pas du tout. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point? Comment vous feriez pour le mettre en place? Ce que j'ai proposé dans le prix de la démocratie, mais c'est pas forcément le système parfait, hein. C'est avant tout l'idée que je vais mettre sur la table. Ce que j'ai proposé dans le prix de la démocratie, c'est que pour 2/3 des sièges aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on conserve le système électoral actuel et que pour le tiers des sièges restants, on ait un vote à la proportionnelle sur un scrutin de liste au niveau national où tous les partis politiques qui présentent des listes doivent présenter des listes qui contiennent au moins une moitié d'ouvriers, employés, travailleurs précaires, demandeurs d'emploi, en respectant une alternance. Donc, c'est vraiment des listes Shabada pour être sûr qu'on ne fasse pas en sorte que, en fait, tous les citoyens les plus modestes qui seraient sur ces listes se retrouvent en bas de liste et finalement ne se retrouvent jamais à l'Assemblée nationale. Donc en fait, ça reprend exactement ce qui a été fait en France, par exemple, pour les élections départementales en ce qui concerne la parité entre les femmes et les hommes. On sait extrêmement bien le faire. Bon, j'ai eu plusieurs retours quand j'ai fait cette proposition et c'est vrai que si j'y réfléchis, on m'a souvent dit, mais puisque c'est aussi important, pourquoi ne le faire que sur un tiers?
Si vous faites que sur un tiers des sièges, même si vous assurez 50% de représentativité sociale sur ce tiers des sièges, sur les 2 autres tiers, malheureusement, on risque de se retrouver avec la situation actuelle. Donc, il faut peut-être même aller plus loin. Moi, je pense qu'il faut pas. Il faut commencer, voir si on arrive à le mettre en place, et en tout cas pousser dans cette direction-là. Alors, il y avait aussi une question sur les primaires, le système des primaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que à la poubelle ou on les garde? Non, on les garde. Et quand on dit des primaires, on garde des primaires ouvertes. Et je pense que non seulement on devrait les garder, mais on devrait les généraliser à l'ensemble des partis politiques. Les primaires, c'est un grand moment démocratique. Et je pense qu'une fois qu'on a accordé un droit démocratique aux citoyens, c'est une très mauvaise chose de revenir dessus. Il y a juste un point que je veux vraiment souligner sur les primaires. Je pense que tous ceux qui disent qu'en 2017, les partis politiques qui ont fait des primaires ouvertes ont été éliminés au premier tour. Et donc que ça montre bien que les primaires sont une mauvaise chose, sont quand même d'une mauvaise foi assez monumentale, parce que je pense que tout le monde sait très bien que s'il n'y avait pas eu l'affaire Pénélope Fillon, sans doute les Républicains auraient remporté l'élection de 2017. Donc c'est pas la primaire qui a tué François Fillon, c'est plutôt les affaires. Donc voilà, moi je pense que c'est un excellent système. Je pense que la démocratie doit commencer par la démocratie au sein des partis. Et pour le coup, c'est aussi un endroit où pour de très nombreux partis, on a un véritable déficit, et qu'on ne peut pas vouloir des règles pour rendre plus démocratique le jeu politique en général, si on ne veut pas, pour commencer, avoir des règles qui rendent plus démocratique le fonctionnement des mouvements politiques. Et d'ailleurs, en parlant de primaire, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur les États-Unis dans vos recherches. Comment vous envisagez les élections qui arrivent aux États-Unis? Écoutez, là, c'est un peu compliqué d'envisager quoi que ce soit, parce que je ne sais même pas comment la campagne va se tenir. On va dire que si j'avais été citoyenne américaine, j'aurais hésité entre 2 candidats qui étaient Elizabeth Warren et Bernie Sanders, sans doute avec une petite préférence pour Elizabeth Warren, même si j'ai du mal à assumer le fait que cette préférence n'était sans doute pas complètement étrangère à mon genre. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est aucun des deux, malheureusement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur le terrain des idées, Bernie Sanders, notamment sur celui de la sécurité sociale universelle, est clairement celui qui l'a emporté. Ce qui me fait un peu peur aujourd'hui, c'est que Biden, bon, j'espère très sincèrement que Biden va l'emporter. Rien à voir de pire que 4 années de plus que l'administration Trump. J'espère que si Biden l'emporte, il mènera un programme beaucoup plus social et redistributif que celui qu'il a fait sien pendant la campagne des primaires. Voilà. Parce que je pense que si on a 4 ans de plus de parti démocrate, alors on appelle ça modéré, moi j'aurais dit parti démocrate libéral sur le plan économique, comme ça l'a été à la fin de l'ère Clinton, et aussi d'une certaine manière avec Barack Obama, malheureusement le retour de la droite républicaine conservatrice risque d'être encore plus fort dans 4 ans. Voilà. Mais j'ai des chouchous, je pense, comme tous chez les démocrates. Oui, non, mais c'est intéressant. Bon, du coup, on revient des États-Unis en Europe avec cette question. Comment vous analysez le sabordage par les chefs d'État et de gouvernement du Spitzenkandidaten aux dernières élections européennes? Je pense il faut prendre à bras le corps de manière beaucoup plus ambitieuse la question de la démocratie, de la démocratisation des institutions européennes et des instances européennes. Moi, je crois beaucoup, il y a un certain nombre de collègues et d'amis qui ont défendu l'idée d'un traité de démocratisation de l'Europe. Le TEDEM, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense qu'il faut des parlementaires qui sont élus au niveau européen. Je pense aussi qu'il faut qu'on ait un parlement qui ait plus de pouvoir en Europe, mais qui inclut aussi des parlementaires nationaux. Voilà, c'est une question extrêmement compliquée et sans doute trop pour que je puisse vous répondre ici en quelques secondes. Mais bien sûr, cette question de la démocratisation se pose aussi au niveau européen. D'ailleurs, sur le niveau européen, je veux souligner que, pour le coup, alors s'il y a bien un endroit où c'est pas du tout régulé en termes de financement, de lobbying, etc., c'est au niveau de l'Union européenne. Et malheureusement, là aussi, si vous regardez ensuite un certain nombre de votes, notamment sur les questions environnementales, on peut y retrouver le reflet de la structure des financements privés. Donc ensuite, une autre question d'Abir
qui revient sur donc, cette façon de créer des députés élus dans une liste à la proportionnelle n'est-il pas une façon de les exclure ou d'en faire une catégorie fermée plutôt que des députés élus dans des circonscriptions comme les autres? C'est un risque assez Non, important, une sorte de dévalorisation de la sorte, non? non. Bah, l'idée, justement, c'était vraiment tout le contraire. Enfin, en gros, cette idée est vraiment née du fait que je pense que toutes les propositions qui consistent à dire qu'il faut, par exemple, une troisième chambre tirée au sort pour qu'elle soit plus représentative, comme le CESE, alors que c'est une troisième chambre qui va avoir moins de poids politique que les deux premières et qui n'aura jamais la prépondérance au final, n'est pas la bonne idée. Je pense que cette représentation sociale, il faut l'assumer au sein du Parlement, au sein des députés. Ensuite, vous voyez bien que si vous regardez l'Assemblée nationale en France aujourd'hui, mis à part si c'est votre député, la plupart des députés, vous ne savez pas de quelle circonscription ils viennent. Pour être tout à fait honnête, pour répondre à cette question, finalement, au cours des derniers mois, années, parce que j'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger, de réfléchir, j'en suis venu à me radicaliser de ce point de vue-là. Et à dire qu'en fait, il ne faut pas faire 2 tiers de sièges sur des circonscriptions normales et 1 tiers à la proportionnelle. On pourrait assurer la parité sociale en gardant le système électoral actuel, avec les circonscriptions actuelles, mais en imposant à tous les partis politiques de présenter au moins une moitié de candidats de classe populaire, et deux, pour éviter qu'ils fassent en sorte de mettre les candidats de classe populaire dans toutes les circonscriptions perdues d'avance, de les pénaliser financièrement si jamais, on va dire, moins de 40%, 35%, 40%, parce que forcément, vous ne pouvez pas le garantir qui va être élu, moins de 40% de leurs élus sont des élus de catégorie populaire. Donc en fait, je suis assez d'accord, plus j'y réfléchis, plus je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, faire la moitié de parité sociale et la moitié de parité femmes-hommes aussi, en redéfinissant les règles, en imposant aux partis de présenter la moitié de candidats dans les différentes circonscriptions, donc dans la moitié des circonscriptions des candidats de catégorie populaire, et en s'assurant qu'il les fait bien, en les pénalisant extrêmement fortement si jamais ils n'ont pas plus de 35 ou 40% de leurs élus qui viennent de ces catégories populaires. Et donc ensuite, une autre question, cette fois-ci sur l'abstention, qui s'adresse à l'économiste du politique. L'abstention ne traduit-elle pas en partie une contamination consumériste de la politique? Et donc, on donne pour exemple, donc je ne peux pas composer mon panier électoral comme mon caddie au supermarché, je n'ai donc pas le choix, donc je ne me dérange pas. Non, mais je pense que ça va avec le fait qu'on ne prend pas en compte en France aujourd'hui le vote blanc. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de votre politique, vous avez quand même le droit de le signaler. Ça, c'est pas consumériste. Si je veux voter, disons, pour un parti politique qui tout à la fois défend la réintroduction de l'impôt sur la fortune et garantisse le fait qu'on respecte les accords de Paris, bon, et que je prends toute l'offre politique qui m'est présentée aux élections, que je n'ai aucun parti qui se batte à la fois sur ce plan de la redistribution fiscale et sur ce plan environnemental. Rajoutons une troisième ou une quatrième dimension. Donc, je suis insatisfait, je dois quand même avoir une manière de l'exprimer. Alors, forcément, je pense qu'il y aurait moins d'abstention si déjà il y avait des primaires ouvertes à l'intérieur de chaque parti. Parce que ça donnerait déjà un premier temps finalement d'expression du pluralisme. Mais à partir du moment où le vote blanc n'est pas pris en compte, c'est quand même relativement problématique. Par contre, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut penser à la fois le vote blanc et le vote obligatoire. Et donc je continue avec quelques questions qui viennent de Facebook. Donc Sylvie qui demande, qui revient sur la notion de démocratie représentative. Donc, une démocratie qui se revendique de la légitimité du peuple à partir d'un suffrage universel pour gouverner, mais qui ne se dote d'aucun moyen pour contraindre les élus à respecter leurs promesses ou les sanctionner ou les renvoyer, est-ce bien une démocratie représentative? Alors ça, c'est un excellent point. Il faut penser les conditions d'exercice de la démocratie en continu. Il y a différentes manières pour le faire, notamment une des propositions qui est dans le débat, c'est le référendum révocatoire. Et la deuxième proposition qui est dans le débat, qui n'est pas celle qui vient d'être mentionnée, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Moi, je crois au référendum d'initiative citoyenne, je crois moins au référendum révocatoire parce que je pense qu'il faut laisser aussi le temps aux politiques de mettre en œuvre les politiques pour lesquelles ils se sont engagés. D'une certaine manière, la façon dont j'ai défini les bons pour l'égalité démocratique, c'est comme un référendum révocatoire en douceur.
C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content des élus au pouvoir, vous pouvez leur signaler chaque année, mais de manière qui leur fait mal au porte-monnaie et qui du coup les affaiblit finalement pour la prochaine élection en ne les finançant pas. Donc c'est finalement une manière de laisser chaque année aux citoyens la possibilité de s'exprimer sur les politiques menées et sur les politiques suivies par leurs élus, mais pas simplement de s'exprimer en allant manifester, en n'étant pas entendu, de s'exprimer concrètement en pénalisant au porte-monnaie les mouvements politiques, tout en respectant le fonctionnement institutionnel et sans mettre en place le référendum révocatoire. Mais je pense qu'il faut les bons pour l'égalité démocratique et deuxièmement qu'il faut permettre la mise en place de référendums d'initiative citoyenne, c'est-à-dire permettre aux citoyens de proposer entre deux élections des politiques à mettre en œuvre et des réformes à mettre en œuvre. On continue, parce que l'heure tourne, donc on va poser encore 2 dernières questions, si ça vous va. Donc là, les questions arrivent dans l'ordre. Pauline revient sur la question du vote blanc. Elle dit: je suis plutôt favorable au vote blanc, mais quel mécanisme mettre en place si c'est le vote blanc qui l'emporte? Est-ce qu'on met en place un report automatique des élections? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Ça voudrait dire qu'on est dans une situation extrêmement problématique si le vote blanc l'emporte. Oui, je pense qu'il faudrait mettre en place un report des élections. Pour le coup, là, je sais pas, voilà, vous me demandez sur le vote blanc, je n'ai pas bossé exactement sur la question, mais ça fait partie des choses. Si je devais faire des propositions pour le vote blanc, je regarderais ce qui se fait dans d'autres pays. Ce qui a été fait, les règles qui ont été mises en œuvre, comment ils ont géré ça, parce qu'on n'est pas les premiers à proposer que ça soit pris en compte, regarder les règles institutionnelles, essayer de s'en inspirer, quitte à les améliorer. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai bossé. Avec plaisir. Et donc Baptiste demande, alors pourquoi a-t-on, donc là on vient en parallèle avec l'échec de syndicats et les syndicats, pourquoi a-t-on des ouvriers à la tête des syndicats et pas à la tête des partis politiques? Ne sont-ils animés par une sorte d'illégitimité intériorisée? Beaucoup se disent il faut avoir des compétences pour gouverner. Ne faut-il pas donner du temps aux gens pour qu'ils se forment à la politique et se familiarisent vis-à-vis des histoires et des idées des différents courants politiques? Si, on leur donne aujourd'hui le temps aux gens, sauf que ce qu'on leur donne pas, c'est la chance finalement de pouvoir faire partie de nos représentants et de pouvoir être élus. Je vais vous donner un exemple tout simple. En 2017, vous n'avez jamais eu un renouvellement aussi fort de l'Assemblée nationale. Vous avez toute une nouvelle génération qui est rentrée à l'Assemblée nationale, très majoritairement de la société civile avec la République en marche. Bon, moi, je ne pense pas que pour voter une loi sur la flexibilisation du travail, un dentiste soit plus compétent que quelqu'un qui aurait travaillé toute sa vie à l'usine. Ils ont une même expérience du marché du travail et peut-être même qu'il est moins compétent. Je ne pense pas ni plus ni moins. Même, imaginons que les deux soient tout à fait compétents sur le marché du travail. Vous êtes député, demain vous allez devoir voter sur des questions d'environnement, puis après-demain sur des questions d'Europe, puis après-demain sur une question de réforme de la justice, et encore après sur une question de l'école. En fait, il faut quand même être tout à fait conscient du fait que nous avons des élus qui vont prendre le temps de se former au fur et à mesure, qui vont se former à l'Assemblée nationale, sur les bancs de l'Assemblée, sur les différents sujets, qui vont faire des auditions, qui vont se spécialiser sur des problématiques. Et ça, tout le monde en est capable. Il n'y a pas des compétences innées qui permettraient à certains, parce que ça serait des premiers de cordée de le faire, et à tous les autres, il faudrait juste qu'on attende et qu'on suive. Donc moi, je pense qu'il faut donner cette possibilité à tous les citoyens de pouvoir participer. Et aujourd'hui, les partis ne leur donnent pas, et c'est pour ça, je pense qu'il faut faire en sorte de rendre ça d'une certaine manière obligatoire, parce que tout le monde est légitime. Et je pense aussi que si on avait une Assemblée nationale davantage à l'image des citoyens, on recréerait un peu de confiance entre l'Assemblée et les citoyens. Et je veux juste souligner une chose, je pense que ce sentiment de défiance envers la politique, les journalistes, aujourd'hui, c'est dû au fait qu'on a eu une aggravation des inégalités et surtout une aggravation aussi de la reproduction sociale. Moi, si je prends mes grands-parents, il y a quelques dizaines d'années, ou si je prends mes parents, non, mes grands-parents, ils n'étaient pas députés, ils n'étaient pas journalistes, ils n'étaient pas professeurs d'université, etc. Mais en fait, ils pouvaient croire au système parce que le système était tel, il était imparfait, qu'ils pouvaient penser que leurs enfants ou leurs petits-enfants, à leur tour, deviendraient journalistes, deviendraient politiques. Et aujourd'hui, en fait, on a tellement, finalement, fermé les possibilités d'ascension sociale que non seulement vous n'y croyez plus pour vous, mais vous n'y croyez plus pour vos enfants, et vous n'y croyez plus pour vos petits-enfants. Et dans ce cas-là,
pourquoi vous allez aller voter, pourquoi vous allez faire confiance aux journalistes, pourquoi vous allez avoir confiance dans les institutions. Et cette possibilité-là, il faut la réouvrir. Et ça me paraît fondamentalement urgent. Et là-dessus, je pense que les partis doivent s'interroger et doivent sans doute s'interroger sur les raisons pour lesquelles il faut sans doute le faire par la loi, parce qu'ils ne l'ont pas fait d'eux-mêmes. Je vais juste dire un petit mot avant de vous laisser un mot de conclusion. Peut-être, je vous donne une dernière question de laquelle vous pourrez partir. Alain qui demande: que pensez-vous de la rémunération des élus au revenu médian des électeurs avec mise sous curatelle de leurs autres revenus? Je pense qu'il faut s'interroger sur la rémunération des élus. En tout cas, je pense que le débat qu'on a eu au cours des derniers mois était assez hallucinant, de dire que les élus n'étaient pas assez rémunérés quand on regarde la rémunération des élus par rapport justement à la rémunération que touche le français qui a le revenu médian. Il faut se poser cette question, peut-être qu'il faut diminuer la rémunération des élus. Ensuite, en ce qui concerne la mise sous curatelle de leurs autres revenus, ça c'est sûr qu'il faut s'interroger sur les conflits d'intérêts et qu'il faut réguler bien mieux qu'aujourd'hui les conflits d'intérêts qui peuvent se poser entre un certain nombre d'élus et ensuite les lois qu'il faut voter. Il ne faut pas du tout avoir peur d'affronter ces questions. Et je pense que poser ces questions et le faire avec un débat qui est apaisé et informé, ça évite justement l'autre péril qui serait le péril du tous pourri. La plupart des gens que je connais qui font de la politique, ils ne sont pas pourris. Par contre, le système, il n'est pas très fonctionnel. Donc, prenons l'occasion de cette réflexion, prenons l'occasion finalement le cas, le Parti socialiste, par exemple, de penser à un programme pour les prochaines années, pour, parmi les différents éléments de programme, mettre aussi cette question nécessaire du fonctionnement, de l'encadrement et de la régulation de notre démocratie. Oui, c'est entendu. Merci encore, Julia Cagé, pour toutes ces pistes de Merci. réflexion à venir. Donc, c'est la fin de ce premier épisode de la saison 2 de l'Université politique du confinement. On vous donne rendez-vous dès demain pour le deuxième épisode à 20h30. Et donc, ce sera une réflexion sur la crise de l'hôpital public. Quel diagnostic pour quelle solution? Avec Fanny Vincent, qui est notamment co-auteure de La Casse du siècle. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore, Julia. Merci. Et à demain.